Cette présentation va a pour objectif de vous aider à préparer votre mémoire, que ce soit de thèse ou de projet de fin d'études. L'objectif, c'est de discuter les règles standards de rédaction d'un mémoire de thèse, utiliser les outils numériques facilitant l'organisation et la mise en forme des documents. Le plan. Donc, on va commencer par les grandes étapes, puis le contenu. On va présenter quelques recommandations, les liens utiles et le logiciel Zotero qui permet l'organisation et la classification des références. Voilà, première étape, c'est définir clairement la problématique de recherche. Par exemple, analyse des causes de défaillance prématurée des paliers de la machine XX et proposition de solutions selon, par exemple, un modèle défini dans le laboratoire ou utilisé au laboratoire ou un modèle qui existe déjà s'il s'agit d'un projet de fin d'étude. Donc l'originalité n'est pas très exigeante dans l'originalité, mais s'il s'agit de travail de thèse, il faut présenter un nouveau modèle ou bien une nouvelle méthode de travail. Voilà, donc la première des choses, il faut bien définir la problématique de recherche. Voilà, comme méthode, on utilise le pourquoi, qui, quoi, quand, comment. Voilà, on répond à des questions ou bien on pose des questions. Après, il faut identifier les champs disciplinaires de l'axe de recherche. Il faut préciser la discipline générale, la spécialité, la sous-spécialité, et ainsi de suite. Par exemple, si je travaille en génie civil, c'est la spécialité mère, une sous-spécialité, c'est le bâtiment, une sous-spécialité, c'est le calcul sismique, et dans le calcul sismique, je peux me focaliser encore sur autre chose, proposer un nouveau modèle ou une nouvelle règle de calcul, etc. Si je suis par exemple en génie mécanique, je passe à la conception, je vais étudier les paliers, qu'est-ce qu'il y a dans les mesures par exemple des paliers, etc. En génie informatique, génie informatique c'est très vague, je vais me focaliser sur les bases de données, je vais dans le sens des big data, et petit à petit, je spécifie jusqu'à ce que j'arrive au sujet précis sur lequel je travaille. Si je travaille sur l'environnement, je vais travailler sur l'ISO 14001, je vais travailler dans le secteur de l'agroalimentaire, et ainsi de suite. Et voilà. Après, donc, les champs disciplinaires sera facile par la suite. Voilà, de définir les mots-clés de la recherche. Ces mots-clés, ils sont très importants et très utiles et nous facilitent la recherche de la documentation dans les bases documentaires, soit sur Internet, ou bien dans les encyclopédies, ou bien dans les livres, et ainsi, etc. Après, donc pour commencer, on doit établir un plan de recherche, un plan thématique, qui sont les thématiques que je vais aborder, et aussi un plan chronologique, des tâches, comme un petit diagramme Gantt, d'accord, de management de projet. Donc, la première semaine, je vais réaliser la tâche 1, tâche 2 dans les 2 semaines qui suivent, tâche 3 dans le mois suivant, et ainsi de suite. La recherche documentaire. Donc, toute recherche commence par la recherche documentaire.
Dans la recherche documentaire, je dois identifier les bases de recherche relatives à la spécialité ou bien à mon sujet, les livres, les sites web, les articles et tout ce qui a été travaillé. Je collecte les documents que je juge utiles. Je vais trier par la suite ces documents pour garder que le pertinent en relation avec le sujet de recherche. Après cette recherche documentaire, je vais lire et faire la synthèse. On doit faire une petite. Je passe tous les documents à la loupe. Voilà, rédiger une synthèse de l'état de l'art, c'est-à-dire de l'existant, des travaux antérieurs en relation avec le projet. Évaluer par la suite ou critiquer les travaux antérieurs. Donc, une fois cette étape est franchie, c'est-à-dire vous aurez lu un certain nombre de documents, là, donc, vous avez la capacité de critiquer et d'évaluer ces travaux antérieurs pour, voilà, situer votre projet de recherche. Qu'est-ce que vous allez apporter comme nouveauté par rapport aux travaux antérieurs? Voilà, après, donc, je peux recadrer et reformuler, si besoin, l'objectif du projet. Parce que là, donc, on a avancé, nous avons lu tous les travaux antérieurs, donc on peut reformuler notre objectif que nous avons posé initialement. Et après, on peut réajuster et mettre à jour le plan de travail. Donc, au départ, le plan de travail était provisoire. Par exemple, le sujet était un peu plus général. Maintenant, il va être plus précis et le chemin, normalement, à cette étape-là, le chemin doit être clair et on peut se lancer. Voilà un résumé de ces grandes étapes. Commencez par définir la problématique de recherche, identifier les champs disciplinaires. Bien sûr, cette partie-là, vous n'allez pas l'entamer tout seul, vous l'entamez, voilà, en concertation avec l'encadrant, les co-encadrants, avec l'équipe de recherche. Voilà, définissez les mots-clés de la recherche, établir un plan de recherche, identifier les bases de recherche, collecter les documents, trier ces documents pour garder que le pertinent, rédiger une synthèse de l'état de l'art. Regardez, la synthèse de l'état de l'art, ça c'est très très important. Alors, d'accord, les meilleures thèses, les thèses qui donnent les meilleurs résultats, ce sont les thèses qui ont commencé avec un état de l'art consistant. Lorsque le thésard entame un état de l'art riche, organisé, consistant, il n'aura pas de problème à avancer par la suite. Ça, c'est très important. Et les articles dans les journaux qui se focalisent sur l'état de l'art et qui présentent des états de l'art riches, généralement sont les plus lus et les plus cités. Critiquer donc l'existant et reposer clairement la question de recherche, réajuster le plan de travail et commencer la recherche pour répondre à la question de recherche. Maintenant, nous passons au contenu. Voilà, dans le contenu, on va voir un petit peu les règles de rédaction. Il y a deux grandes règles d'abord à mémoriser. Il y a une règle MOM, abréviée MOM, maintenir l'attention, optimiser la compréhension et minimiser le temps de lecture. Ici, je cible la personne qui va lire mon travail. Donc, vous veillez à maintenir l'attention de cette personne, à optimiser la compréhension. Il faut qu'elle comprenne plus facilement et dans un temps
optimale et minimiser aussi le temps de lecture ou d'écoute. C'est vous présenter. La règle répond respect et politesse. C'est quoi respect et politesse? Un travail bien fait, c'est un message de respect de celui qui va lire, du lecteur. D'accord? Plus particulièrement, votre encadrant et les membres du jury. Donc, les membres du jury, lorsqu'ils reçoivent un document bien organisé, bien ficelé, d'accord? Elles reçoivent un message de respect et de politesse de celui qui a rédigé le mémoire. Un mémoire bâclé, mal rédigé, c'est un signe de non-respect des gens qui vont lire le travail. Voilà, donc veillez à être respectueux et poli. La page de garde. On commence par la page de garde. Donc la page de garde, généralement, c'est une page standard livrée par l'institution. Voilà, comme cette page-là de l'Université Hassan Ier de la Faculté des sciences et techniques. Le titre. Le titre doit être précis et incitatif, aussi bref que possible, équilibré, et doit être donc facile et agréable à lire, en accord avec les règles d'écriture usuelles, il n'y a pas d'erreur. Voilà, par exemple, ça c'est un titre, homogénéisation multiphysique de béton fibré, modèle simplifié et simulation numérique. Moi, je trouve ici quelque chose de très général, et ici, c'est la partie spécifique du sujet. On peut avoir même des sujets qui sont un peu encore plus courts. Les anglo-saxons, généralement, ils écrivent des sujets qui sont plus courts que les Français. Les remerciements. Moi, généralement, on commence par remercier donc, les encadrants, les co-encadrants, les membres du jury, peut-être aussi le chef d'établissement, directeur de laboratoire, responsable de filière, s'il s'agit donc d'un rapport de master ou de licence. Et après, vous pouvez remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce mémoire. Voici un exemple de remerciement. Je me remercie à l'ensemble de l'encadrement de cette thèse, etc. Ainsi, je remercie chaleureusement monsieur, etc. Donc, tout commence par les encadrants, les co-encadrants, les membres du jury, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'exemples de remerciements que vous allez trouver. Mais la règle générale, c'est ça, il faut aller dans cet ordre. Vous pouvez trouver des gens, par exemple, qui commencent par les membres du jury, après les encadrants. Donc, c'est pas un problème. Le résumé. Le résumé doit commencer par le contexte, l'objectif, l'apport du travail et l'originalité, les résultats attendus et les mots-clés. Voilà comme cet exemple. Donc, cette partie-là, c'est le contexte. Cette partie-là, c'est l'objectif du travail. Et cette partie-là, donc là, l'apport du travail. Et en bas, je trouve les mots-clés. Les mots-clés, béton fibré, ondes électromagnétiques, efficacité, etc., homogénéisation, voilà, tous les éléments qui seront abordés dans le travail de thèse. Le résumé généralement, il est en français et en anglais, dans les thèses. Dans les thèses. Par contre, dans les projets de fin d'études, ce n'est pas obligatoire de mettre les deux langues. La table de matière doit être organisée. Ça, c'est un exemple de table de matière. C'est un exemple qui est bien. Là, je trouve les chapitres
Donc, le grand chapitre ici avec des numéros romains. Vous n'êtes pas obligé de mettre les numéros romains, vous pouvez mettre soit les numéros romains, soit, ça c'est les parties si vous voulez. Ça c'est la partie 1 avec une lettre, un numéro romain, et les chapitres 1, 2, 3, 4, etc. Et ça c'est les paragraphes pour chaque chapitre. Et voilà, ça doit être bien aligné, les numéros doivent être bien alignés. La même chose ici, je vois donc tout le texte est aligné. Généralement, donc le Microsoft Word, là, il vous génère automatiquement la table des matières. Ouais, il faut seulement bien se former sur les techniques et les possibilités qu'offre le Microsoft Word. L'introduction. L'introduction, donc là, on va détailler le résumé si vous voulez. On détaille un petit peu le contexte, c'est-à-dire le cadre dans lequel s'inscrit le travail, aller du général au spécifique, détailler les objectifs et la démarche qui sera suivie pour les atteindre. Et après, décrire le contenu, le nombre de chapitres, le contenu de chaque chapitre. Voilà donc pour l'introduction. Donc pour l'introduction, moi je peux voir ici un exemple d'introduction. Voilà un exemple d'introduction. Voilà l'introduction. Donc au départ, voilà le contexte, l'existant. Donc il parle un petit peu de la problématique dans le contexte général. Il parle un petit peu donc de là. Il va maintenant, il va petit à petit vers son sujet. À ce niveau-là, la situation par rapport à l'existant. Et ici, il passe au cadre du travail. Donc, il explique un petit peu le cadre du travail. Et dans le cadre du travail, voilà les approches qui seront entamées dans le travail. D'accord? Donc, voilà l'introduction. Je dois prendre 4, 5, 6 pages. Comme ça, il faut détailler un peu d'historique, un peu de cadre, un peu de contexte au départ. Et par là aussi, vous pouvez parler un petit peu de l'apport des théories existantes et la théorie que vous allez exister, ou bien les modèles existants et les modèles sur lesquels vous travaillez, et ainsi de suite. L'introduction peut aussi faire l'objet d'un chapitre, du chapitre 1. Donc, il y a pas mal de thèses, on trouve donc l'introduction dans un chapitre. Donc, si j'aurais besoin de mettre une longue introduction, je vais tout simplement chapitre 1, introduction. Voilà, pour les chapitres, il faut équilibrer le nombre de pages. Personnellement, je conseille pour les pages entre 10 et 20 pages par chapitre. On verra qu'autour de 20 pages, c'est bon pour une thèse. Pour un mémoire de projet de fin d'études, autour de 10 pages, ça marche. Suivre un enchaînement logique avec un fil conducteur entre les chapitres en cours et le suivant. Donc, chaque chapitre doit amener au chapitre suivant. D'accord? Donc, je dois avoir dans le premier chapitre. À la fin du premier chapitre, normalement, je dois introduire le deuxième chapitre. D'accord? Le premier chapitre, c'est l'introduction. Le deuxième chapitre, normalement, par exemple, peut-être l'analyse théorique. Donc, à la fin, donc, je vais dire que le premier chapitre, c'est l'analyse théorique. Après l'analyse théorique, je termine l'analyse théorique. Voilà, je dis que les éléments, c'est-à-dire les sorties de l'analyse théorique, seront les entrées, par exemple, du calcul numérique. Il y a du calcul numérique ou bien du calcul expérimental et ainsi de suite. Et chaque chapitre, normalement, commence par une petite introduction qui explique, une petite introduction de 4, 5 lignes, 6 lignes, d'accord? Un petit peu qui explique et qui expose ce qui sera traité dans ce chapitre et se termine par une conclusion résumant ce qui a été présenté dans ce chapitre
et introduisons le chapitre suivant. Facultatif, vous pouvez mettre soit les références, soit pour chaque chapitre, vous mettez les références que vous avez utilisées dans le chapitre, ou bien vous laissez les références vers la fin de mémoire et vous mettez toutes les références. Voilà, utilisez la même mise en forme, c'est-à-dire le même caractère. Généralement, le conseil, c'est le time point. La numérotation des paragraphes doit être aussi la même. Si vous utilisez des chiffres arabes, ça veut dire que vous allez utiliser les chiffres arabes, surtout dans tous les chapitres de mémoire. Ou bien les chiffres romains, ça doit être dans tous les chapitres. Et la conclusion. À la conclusion, il faut rappeler les objectifs cités dans l'introduction, décrire les étapes suivies pour atteindre les objectifs, mentionner les difficultés rencontrées, les défis, citer les résultats obtenus et mettre en relief l'utilité et l'originalité par rapport à l'existant. Donc là, il faut bien montrer la difficulté dans le travail et l'utilité et l'apport de votre travail par rapport à l'existant. Et enfin, donc, il faut un petit peu parler des perspectives du travail, comment ce travail peut être amélioré par la suite, ou bien peut-être encore développé. Environ 3, 4, 6 pages selon donc, le sujet. Voilà un exemple, par exemple, de conclusion et perspective. Voilà, on commence. Donc, l'objectif initial de cette thèse était afin de valider le module, de nombreux essais expérimentaux présentés dans le chapitre 2 ont été menés, le passage des caractères, etc. Voilà, il décrit tout ce qui a été, en bref, ce qui a été présenté dans la thèse. Et à la fin, elle va donc mettre en relief les résultats et l'originalité du travail et puis les perspectives. Maintenant, on arrive aux références. Donc, la dernière partie de la thèse, ce sont les références. Donc, suivre un seul format de citation. Il y a plusieurs formats, mais il y a deux grands formats qui sont utilisés dans les sciences de l'ingénieur et chez les scientifiques en général, sont les formats. Il y a le format E3E. Le format E3E, les références, c'est-à-dire les livres, les articles, toutes les ressources que vous avez utilisées. Ça commence par un numéro, le nom de l'auteur, le titre de la référence, livre ou article, etc., l'éditeur, l'année, le lien, l'URL, c'est-à-dire si disponible. Un exemple, par exemple, les travaux, etc., sont présentés par voilà, les auteurs dont la référence 1, puis approfondie par elle dans la référence 2. Et après, je vais mettre 1 pour la référence 1, 2 pour la référence 2, et ici, je vais écrire tout ça, c'est-à-dire les noms des auteurs, le titre, d'accord? L'éditeur, c'est le journal, donc procédé, etc. Le volume, les pages, etc. Donc, il y a le logiciel Zotero, on va le voir, donc il permet d'écrire tout ça automatiquement. Ou bien le format Elsevier, vous mettez les noms des auteurs, l'année, le titre, l'éditeur. Il ne fait pas de numéro. Donc, le nom des auteurs et l'année. Voilà, lorsque je cite, à l'intérieur, au lieu de citer ici par le numéro, je mets le nom de l'auteur principal et all, ça veut dire les autres auteurs qui sont avec lui. D'accord? Même en anglais, on met a, on ne met pas and. D'accord? Français ou anglais, on met toujours a, all. Et all, point. Et l'année. Oui, arrondi par, etc. Donc la même chose ici, au lieu de mettre donc ici des numéros, je mets le nom du premier auteur et all et l'année. Et voilà. Et dans la bibliographie, voilà comment ça sera rédigé. Donc voilà la première. Voilà les deux. Donc celle-là, la voici, et l'autre, voilà. Donc ici,
J'ai mis ça avec le logiciel Zotero. Zotero, il classe par ordre alphabétique. Le C, le premier, le W, c'est le deuxième. Voilà des exemples. Ça, c'est un extrait de thèse. Ici, voilà, j'utilise donc, ça c'est le format I3E. Je trouve les numéros ici à l'intérieur des textes, des références. Et je vais chercher dans la page de la bibliographie. Voilà le 6, c'est cette référence. Et le 7, c'est cette référence. Ça, c'est le format I3E. Le format Elsevier, voilà, la minéralogie des argiles, etc. Voilà donc un premier euh, première citation. Et je vais chercher dans la bibliographie à la fin. Voilà, je vais trouver voilà, la citation complète. D'accord? De la référence. Ça, c'est la citation à l'intérieur du texte. Et ça, c'est le document complet avec le titre, l'éditeur et tout. Voilà, pour le logiciel Zotero, il y a cette vidéo-là sur laquelle vous pouvez trouver beaucoup de choses. Donc, il When you suffit and the seulement. team are pitching a new product, Grammarly's tone suggestions can offer a more D'accord? personable approach to win over a big client. Alors, on est très content de... Et voilà. Donc ça, c'est donc, vous pouvez l'avoir à tête reposée. D'accord? Maintenant, je vais à Zotero. Donc, avant d'aller à Zotero, je vais passer aussi, il reste les annexes. Les annexes viennent après les références, généralement après, à la fin. Les annexes sont facultatifs et viennent généralement à la fin du mémoire, après la conclusion et les références. Donc, ce que je mets dans les annexes sont des choses qui, normalement, ne font pas partie de la thèse. Voilà. C'est-à-dire des informations supplémentaires au lecteur, comme des rappels théoriques, des formules mathématiques, des tableaux de normes, par exemple, des plans, etc. D'accord? Donc, les annexes sont les derniers à mettre. Et je mets dans les annexes, comme je l'ai dit, des choses qui sont des suppléments d'informations. Je passe maintenant aux règles techniques. Je vais laisser Zotero vers la fin. Voilà, pour les règles techniques, donc il faut numéroter donc, les chapitres et paragraphes et sous-paragraphes suivant, par exemple, cet exemple 1. Donc ça, vous le connaissez. Donc, si j'utilise les chiffres arabes, je vais dans cette hiérarchie. Généralement, on ne dépasse pas 4 niveaux. Si je dépasse 4 niveaux, je dois utiliser, par exemple, petit a, petit b, des lettres d'alphabet minuscules, ou bien les i, 2i, 3i. Il faut justifier le texte à droite et à gauche. Utiliser une interligne de 1,5 maximum. Utiliser une police de caractères usuelle du genre time 12. Pour les équations doivent être au centre. D'accord? Et les numéros doivent être alignés à droite. Donc, cette présentation, vous pouvez mettre un petit tableau, d'accord? Et vous insérez dans la case du milieu l'équation et vous la centrez. Et dans la dernière case, vous insérez le numéro de l'équation et vous l'alignez à droite, donc ça va venir tout seul. Les figures et les tableaux. Les figures et les tableaux doivent être numérotés. Un titre, c'est-à-dire, d'accord, avec un titre. Et s'il y a des choses qui sont prises de ressources externes, il faut signaler ici la référence. Par exemple, ici, c'est une image. Il faut donc mettre la référence. S'il s'agit par exemple aussi d'une courbe, généralement, les courbes sont accompagnées d'une petite légende qui montre chaque courbe de couleur, qu'est-ce qu'elle signifie. D'accord? Toujours donc les courbes avec une figure et un titre. Et bien sûr, il y a un commentaire
de la courbe. Toutes les courbes doivent être commentées. À éviter. À éviter d'utiliser le jeu, le nom et de trop personnaliser le travail. Le travail, donc, c'est votre travail. Juste lorsque vous écrivez le projet travail concerne ça, implicitement, vous dites j'ai fait ce travail. Quand vous dites le présent travail, ça veut dire implicitement, vous dites c'est mon travail. D'accord? De mélanger les temps. Donc, généralement, le temps qui convient pour les thèses, les mémoires, c'est le présent de l'indicatif. D'utiliser systématiquement la forme passive. Il faut éviter à chaque fois ça a été fait, a été réalisé, a été manipulé, a été expliqué. Non, il faut de temps en temps, il faut mélanger un peu de forme passive, un peu de forme active, et ainsi de suite. D'employer un registre de langue familier. Voilà, il y a beaucoup d'expressions qui sont familiers dans un environnement, dans votre entourage. Donc, il faut utiliser la langue soutenue, connue par tout le monde. D'entrer trop rapidement dans le vif du sujet, il faut donc aller toujours un petit peu de général vers le spécifique. De citer des termes, des sigles ou des expressions entendues tous les jours dans l'environnement de travail, dans le laboratoire, etc. Mais ce sont des jargons de l'environnement interne. Il faut toujours s'aligner aux règles standards de rédaction et la langue que connaît tout le monde et les termes qui sont connus par tout le monde. Voilà des recommandations diverses. Établir donc dès le début un plan chronologique d'avancement. Rédiger progressivement la mémoire au fur et à mesure de la phase de recherche, la phase de lecture et de production de résultats. Il ne faut pas trop se focaliser sur les résultats, sur la partie technique, et laisser la rédaction à la dernière minute. Donc, parce que à la fin, tout le travail technique se fait dans l'arrière-plan. Ce qui est visible pour tout le monde, c'est ce qui a été rédigé dans le mémoire. Donnez à votre encadrant ou à d'autres personnes votre rédaction pour une relecture, de préférence chapitre par chapitre. Des liens utiles, voilà, ça ce sont des sites web dans lesquels vous pouvez trouver beaucoup de documents, comment rédiger mémoire, comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation, comment rédiger une lettre administrative, voilà, etc. Donc c'est très important. Je vais maintenant à Zotero pour vous montrer un petit peu Zotero. Zotero, voilà donc le site. Ça, c'est un logiciel libre de téléchargement. Donc, ça permet de... Voilà, ici, j'ai plusieurs documents. D'accord? Ma librairie. Et dans ma librairie, je peux créer des dossiers. Et dans ces dossiers, je peux stocker toutes mes ressources que je vais utiliser dans mon travail. Chaque fois que je trouve une ressource, je la mets dans mon dossier de thèse. Voilà comment on va utiliser tout ça. Voilà pour remplir. Donc là, vous pouvez créer un nouveau dossier que j'appelle ici thèse. D'accord? Il est vide. Et là, donc, je peux le remplir. D'accord? Je peux le remplir ici. Donc, s'il y a des options qui vous permettent de remplir à partir de l'Internet. Moi, je vais remplir à partir de mon... D'accord? Voilà, je vais mettre ici, voilà, des documents par hasard. Je vais mettre des documents ici. Voilà, j'ai rempli ici, donc ici, thèse. Mais je vais revenir à celui-là que j'utilise trop, où il y a pas mal. Donc, je vais regarder, je vais cliquer par exemple ici.
je vais cliquer sur un document. Regardez, je clique sur le document, automatiquement, regardez qu'est-ce qu'il affiche. Il affiche le titre, il affiche l'auteur, d'accord? Il affiche l'abstract, et ainsi de suite. Automatiquement, il va lire le titre, il va chercher tous les éléments qui concernent ça. Voilà. Il a affiché aussi l'ISBN du journal. Il a affiché aussi le lien, c'est-à-dire l'URL de l'article, c'est-à-dire où je vais le trouver. La date donc dans laquelle je l'ai ajouté, modifié, etc. Donc maintenant, je vais ouvrir le Word. Et je vais essayer d'introduire. Et donc maintenant, je vais écrire ici un texte. Je veux citer une référence. Zotero, il va apparaître ici sur le Word, comme bouton ici sur le Word, lorsque vous l'installez. D'accord? Et si je vais ajouter une première citation, il me demande ici de choisir un format. Il y a plusieurs formats. Moi, je vais choisir par exemple Elsevier. Je vais laisser ça, Elsevier. Voilà. Et je vais chercher le document que je vais ajouter. Je vais à ma bibliothèque, à ma librairie. D'accord? Je vais à ma librairie ici. Je vais mettre ça. Et voilà. Donc, il a écrit ici, voilà les auteurs et l'année, selon le format Elsevier. Je vais encore ajouter, je vais mettre autre chose. Je vais ajouter un autre. Et voilà, je vais mettre celui-là. Et voilà, voilà ça. Maintenant, j'ai fini la rédaction. Donc à la fin, là où je mets le curseur, elle va me mettre la bibliographie détaillée. Donc je vais ici, voilà, ajouter donc la bibliographie. Voilà, automatiquement, il a écrit tous les détails de ces deux références. Maintenant, je veux changer de format. Il suffit d'aller à Zotero, dans les préférences. Je vais mettre le format I3E. Et voilà, donc elle va changer automatiquement. Elle va mettre des numéros. Et ici, pour chaque numéro, elle va mettre donc la description détaillée de l'article, des articles, il y a des références. Alors, je reviens à mon exposé. Et voilà, on récapitule. Voilà, un mémoire de thèse ou de PFE en général doit présenter une problématique claire, c'est-à-dire un projet clair sur lequel vous allez travailler, la méthode et le matériel utilisé pour réaliser le projet, les résultats, une discussion des résultats, une conclusion perspective, les références et les annexes si besoin. Ce n'est pas obligatoire de mettre des annexes, mais s'il y a besoin d'ajouter des informations supplémentaires, rappel théorique, plan, programme informatique, etc., donc vous pouvez mettre. Les annexes sont facultatifs. Et voilà, ça va prendre fin. Bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.